Ça, c'est Elon Musk. Il est riche, il est puissant, mais surtout, il est aussi bizarre. Il a jamais l'air vraiment très à l'aise dans son corps quand il fait une apparition publique, il a donné un nom d'ordinateur à son fils, et il exprime ses émotions de manière, on va dire, assez excessive. Yes! Et jusque-là, c'est ok. Chacun ses problèmes, j'ai envie de vous dire. Sauf que récemment, les choses ont changé. Parce que les gens ont commencé à trouver qu'Elon Musk était en train de devenir extrêmement dangereux, et surtout, qu'il était peut-être en train de perdre la tête. Mais alors, pourquoi? Eh bien apparemment, ce serait en partie parce qu'il consomme de la kétamine. Et cette drogue serait en train de le ronger de l'intérieur. Mais alors, est-ce que ça pourrait vraiment être le cas? Est-ce que l'homme le plus riche du monde pourrait vraiment sombrer dans la folie à cause de ce produit? Personnellement, on en est moyennement convaincu. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'écarter des discussions politiques et de partir à la recherche de la vérité pour comprendre ce que fait vraiment cette drogue au cerveau d'Elon Musk. Bon, pour commencer, posons un peu les bases. La kétamine, c'est quoi? Et bah comme quasiment toutes les drogues de synthèse, à la base, c'était un médoc. Un anesthésique pour être plus précis qui a été mis au point en 1962 par ce mec-là, Calvin Stevens. Mais alors, qu'est-ce que ce médoc avait de si spécial? Et bah il pouvait littéralement endormir un soldat ou même un cheval de course sans couper la respiration ou faire chuter la tension. Ce qui était pas mal, parce que quand on peut plus respirer, parfois on meurt. Et donc avec les doses d'anesthésiants, parfois les gens mouraient. Donc en gros, c'était un produit révolutionnaire. Et on a commencé à l'utiliser à toutes les sauces. Quand fallait faire des grosses opérations, on l'utilisait. Quand fallait faire des petites opérations ou traiter des douleurs chroniques, on l'utilisait. Et quand fallait faire des opérations vétérinaires, on l'utilisait. Mais comme avec toutes les drogues qu'on appelle drogues aujourd'hui, il y a eu un moment où la fête s'est arrêtée. Alors pas de la même façon que pour la cocaïne par contre. La kétamine, on l'utilise encore beaucoup en médecine pour certains cas particuliers ou quand on n'a pas accès à des respirateurs, comme dans les zones de guerre par exemple. C'est juste que maintenant, tous les stocks de kétamine sont dans des coffres forts et les registres sont contrôlés millilitre par millilitre. Le moindre reste non utilisé doit être retourné au pharmacien pour être détruit. Cette molécule est donc devenue une molécule qu'on traite avec le plus grand des sérieux. Et si vous vous demandez pourquoi, sachez que c'est pour des raisons plutôt légitimes. Parce qu'en utilisant le produit à toutes les sauces, comme si c'était une tisane à la camomille, on a vite découvert tous ces effets secondaires qui étaient plutôt emmerdants. Il y avait certains patients qui avaient des hallucinations tellement intenses qu'ils se réveillaient en panique à la fin de leur opération sans savoir s'ils étaient morts ou vivants. Il y en avait d'autres qui se retrouvaient avec des lésions au cerveau ou la vessie complètement ravagée. Mais surtout, ce qui a vraiment fait que le produit a été interdit, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à l'utiliser pour se mettre bien. Ce qui veut dire que paradoxalement, ils le consommaient justement pour les effets secondaires. Et ils faisaient des dingueries pour s'en procurer, comme braquer des cliniques vétérinaires. Ce qui rend tout ça encore plus bizarre. Pour pouvoir planer, ils étaient donc à la recherche du côté dissociatif de la molécule. C'est la partie qui, en gros, te donne l'impression que ton esprit s'est séparé de ton corps et que t'es en train de t'observer de l'extérieur. Et peut-être bien que pour certains c'est un véritable cauchemar, mais pour d'autres c'est ce qui provoque tout un tas de sensations désirables. Comme des distorsions de temps, de perception, ou alors des hallucinations. Une poignée de personnes cherchent même volontairement un truc qu'on appelle le keyhole. C'est le sommet de l'effet dissociatif qu'on peut résumer comme étant une expérience à mi-chemin entre un rêve, un coma conscient et un trip psychédélique. Expérience pendant laquelle vous n'avez plus aucun contrôle sur votre corps. Rassurant. Ouais, c'est extrêmement rassurant de savoir qu'une des personnes les plus influentes de la planète consomme ce genre de produit. Les gens ne devraient pas du tout s'inquiéter pour leur futur. Et ben en fait, si je peux me permettre, non, il ne devrait pas spécialement s'inquiéter pour ça. Parce que ce fameux Musk, normalement, il se fait pas un petit keyhole tous les lundis midi. En fait, il dit juste consommer de la kétamine à but thérapeutique pour soulager ses symptômes dépressifs. Alors ouais, mais du coup, comment je leur explique qu'on donne une drogue pour un usage thérapeutique alors qu'il y a d'autres traitements qui existent? Bah dis-leur juste la vérité, et fais preuve d'imagination pour les convaincre. On vit dans un monde nuancé, les gens comprendront. J'en suis pas sûre, mais on va essayer quand même. Eh bien en fait, la réponse est assez simple. C'est parce que la dépression c'est un truc encore assez mal compris et pas si évident que ça à soigner. En partie parce qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des dépressions résistantes au traitement. Ça veut dire qu'on a beau leur donner des traitements classiques, Prozac? les changer, Zoloft? les cumuler, Tiens, un anxiolytique. les double doser, Prends une deuxième boîte. ça ne marche pas, ou très peu. En d'autres termes, ils font un peu chez les psychiatres. Alors ces gens-là, ils ont deux options. 1. L'automédication. Un petit joint? Ça va te faire du bien. Non mais ça va pas, c'est la drogue chérie. Ou alors les traitements alternatifs qui émergent spécialement pour eux. Et parmi ceux-là, actuellement on a deux trucs assez prometteurs qui sont les ECT ou le traitement à la kétamine. Les ECT c'est ni plus ni moins le petit-fils de ça, donc une impulsion électrique envoyée à ton cerveau sous anesthésie générale qui vient volontairement provoquer une crise d'épilepsie. Et sur le papier c'est mieux contrôlé qu'avant et c'est plutôt efficace. Mais ça change pas le fait que, personnellement, si vous voulez me mettre ça sur la tête, va falloir me passer sur le corps avant. Et je pense pas être le seul à être de cet avis. Vous avez même pas besoin de me parler de la fréquence des séances ou du fait que ça peut provoquer des amnésies. Il a pas tout à fait tort. Et donc la kétamine, c'est la deuxième option, un peu moins intrusive. Mais du coup, vous vous posez sûrement la même question que nous. Comment un trip dissociatif peut-il aider une dépression? Comment ça marche?
Eh ben moi, je peux vous l'expliquer. Alors du coup, comment ça se passe une thérapie à la kétamine? Eh ben figurez-vous que c'est très simple, mais aussi très précis. D'abord, sachez que ça se passe toujours et sans exception dans un cadre médical et sous la supervision d'une équipe de professionnels. La pièce dans laquelle vous passerez entre 1h30 et 2h est préparée pour que vous soyez le plus confortable possible. On vous met une petite lumière tamisée, on plonge la pièce dans le calme, on y ajoute un fauteuil confortable et on vous propose même un casque pour écouter une musique douce de votre choix pendant la séance. Alors je peux vous proposer My World de Jul, La Kiffance de Naps ou Les Sardines de Patrick Sébastien. Ça m'étonne qu'à moitié. C'est son top 1 Spotify. Et pendant que vous commencez à vous détendre, on vous branche de la tête aux pieds. Tension, oxygène, électrocardiogramme, tout sera surveillé attentivement pour que la séance se passe au mieux. Ensuite, c'est là qu'on peut commencer à penser à la consommation du produit. Et pour ça, on a deux options. Soit une injection intraveineuse, soit un spray nasal, qui est la seule option vraiment autorisée en France à l'heure actuelle. Mais soyons honnêtes, l'injection intraveineuse, ça reste quand même l'option la plus cool. Je suis pas sûre que cool soit le bon mot. Non, peut-être pas, c'est vrai. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est plutôt que c'est la méthode la plus précise. Exactement, c'est ça. Du coup, pour la suite, on va se baser que sur cette méthode, par souci de précision. De toute façon, les méthodes sont les mêmes. La dose à vous injecter, elle sera donc choisie méticuleusement par rapport à votre poids et à votre profil. Elle sera injectée lentement mais sûrement sur une durée de 40 minutes, ni plus ni moins. Et pendant tout le temps où vous planez, la seule chose qu'on vous demande, c'est de profiter de l'expérience. Vous allez avoir tout le temps de reprendre vos esprits une fois que ce sera fini. Vous pourrez même raconter votre expérience dans ses moindres détails. Et puis on vous laissera partir une fois que les effets se seront estompés. Et voilà. Donc en gros, quand vous sortez de la pièce, il ne vous reste plus que des effets légers et sous contrôle du produit. Vous pouvez pas sortir tant que vous êtes complètement défoncé. Ce qui veut potentiellement dire que ce que vous vous imaginez être les effets de la kétamine sur les vidéos d'Elon Musk ne sont en réalité pas ça. Et ce processus, il sera répété 6 fois en 2 semaines, puis on réduira à 2 fois par mois ensuite. Et avec tout ça, on va vous prescrire pour consolider les effets du traitement, un suivi psy. Bon, votre psy sera sûrement moins agréable à l'œil que la mienne, mais vous avez compris le principe. Alors je sais ce que vous devez penser. Ce que je viens de vous décrire, c'est juste un trip qui se déroule dans une salle d'hôpital et qui est payé par la sécu. Et on y colle juste des séances de psy après coup pour pouvoir dire que ça a des bénéfices thérapeutiques. En gros, un prétexte pour se défoncer. Mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment ça qui se passe. Vous avez juste pas encore tous les éléments. Et ce qui vous manque, c'est ce qui se passe dans le cerveau au moment de la prise. Et pour que vous compreniez ce qu'il en est sans qu'on ait besoin de tomber dans des explications qui vont me faire un peu chier et surtout vous faire chier aussi, je pense que la meilleure solution qu'on a sous la main, c'est de revenir aux fêtards qui consomment des drogues récréativement. Parce qu'en partant de ce que eux ont tendance à rechercher comme effet dans les substances qu'ils consomment, on peut commencer à expliquer les raisons qui font que la kétamine est une bonne piste pour aider à traiter la dépression. Donc prenons les drogues les plus utilisées en soirée, en dehors du cannabis. On a la cocaïne, la MDMA, la kétamine, ainsi que les champignons hallucinogènes et le LSD. Et si on regarde ce que les gens recherchent vraiment quand ils prennent ce genre de produits, on se rend compte qu'on peut facilement les classer selon les envies ou les besoins qu'ils peuvent venir combler. Donc selon notre théorie, la cocaïne répond à une recherche d'énergie, la MDMA à une recherche d'amour, la kétamine à une recherche d'évasion, et le LSD et les champis qui sont un peu différents répondent respectivement, on va dire, à une envie d'expansion ou à une envie de connexion à son environnement. Mais bref, revenons-en à la kétamine. Parce que cette capacité de la kétamine à provoquer un moment d'évasion, c'est exactement ce qui intéresse aussi les psychiatres. Justement pour ce que ça peut provoquer dans le cerveau. Donc on choisit le dosage pour aller provoquer une dissociation partielle qui va aller provoquer justement ce moment d'évasion, mais tout en vous gardant conscient. Soit environ 3 à 6 fois moins qu'une dose récréative. Et on contrôle la vitesse à laquelle on vous l'injecte pour pouvoir maîtriser la vitesse d'assimilation et ainsi limiter les effets secondaires. Donc on n'est pas sur la trace de Special K consommée sur la table d'une boîte de nuit, mais force est de constater qu'on recherche un peu la même chose. Une pause. Une pause sur une vie que vous trouvez, il faut le dire, vachement nulle. Mais là, vos ruminations s'arrêtent, la tristesse qui vous suit partout d'habitude laisse place à de la légèreté, et vous avez même l'impression de pouvoir contrôler vos pensées l'espace d'un instant. C'est comme si d'un coup vous respiriez librement, après des mois, avec le souffle coupé. Et cette pause dans le cerveau, elle va faire bouger 2-3 trucs. Parce que contrairement aux antidépresseurs classiques qui viennent juste monter votre taux de bonheur en montant artificiellement votre taux de sérotonine, la kétamine, elle prend un angle d'attaque complètement différent. Vu que c'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais la dépression, c'est pas tout le temps qu'une question de bonheur. Et pour comprendre comment cette drogue agit sur le cerveau, on va faire une petite pause scientifique un peu chiante, je vous l'accorde, mais nécessaire. Alors en gros, ce que la kétamine va faire à la place d'augmenter votre taux de sérotonine, c'est qu'elle va bloquer des récepteurs dans le cerveau qu'on appelle les récepteurs NMDA, ce qui va libérer et provoquer un pic d'un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate, qui va à son tour activer certaines zones du cerveau. En gros, je répète. Alors c'est expliqué très grossièrement, je vous l'accorde, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça va provoquer ce qu'on appelle une fenêtre de plasticité. Et pour vous expliquer ce que c'est plus simplement, il s'avère qu'on a trouvé la personne parfaite.
Brian Johnson. Oui, c'est bien lui, c'est bien le millionnaire qui veut devenir immortel. En fait, au-delà de son trip mégalo, il fait aussi des choses beaucoup plus intéressantes que traquer ses heures de sommeil. Et parmi celles-ci, il a créé Kernel, une entreprise qui a pour but de rendre la lecture de l'activité cérébrale aussi accessible que les tests ADN grâce à ce casque qu'ils ont développé, qui ressemble à un ballon de foot coupé en deux et posé sur une tête. Mais c'est pas le sujet. Non, le truc important, c'est qu'ils ont justement fait une étude avec la kétamine sur le cerveau de Brian lui-même. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ça provoque une sorte de reset complet des patterns de pensée dans votre cerveau. En gros, ça prend tous vos schémas de fonctionnement habituels que vous avez construits au fil des années et dont vous vous détachez absolument jamais, et ça fout tout dans le désordre. Ce qui veut dire que pendant quelques jours, votre cerveau redevient comme celui d'un enfant, malléable et ouvert au changement. Vous devenez ouvert à adopter de nouveaux schémas de pensée et à créer des nouvelles voies de pensée, plutôt que de répéter toujours les mêmes en boucle. Et c'est en partie ça qui fait de cette substance une arme efficace contre la dépression. Parce que pendant ces quelques jours, en fait, vous avez l'opportunité d'arrêter de penser que toute votre vie est jouée d'avance. C'est d'ailleurs pour ça que la kétamine est aussi jugée très efficace pour redonner l'envie de vivre aux personnes suicidaires. Rien que ça. Et au fur et à mesure du traitement, avec les séances de psy qu'on y ajoute, on peut aller chercher un changement de prisme de plus en plus durable en réparant les schémas abîmés. Et ça jusqu'à atteindre purement et simplement la rémission pour certaines personnes, donc la réduction, voire la disparition de leurs symptômes. Alors ok, tout ça c'est magnifique. Mais il reste quand même deux choses dont on n'a pas parlé, et pas des moindres. La dangerosité de consommer une drogue déjà, et puis le cas Musk, qui a quand même constamment des comportements bizarres. Bon, pour ce qui est du danger, si vous voulez bien, on y reviendra un peu plus tard. Mais pour ce qui est de Musk, je pense qu'on peut expliquer un peu tout ça. Parce que ouais, en effet, ses comportements publics sont comme qui dirait, un peu bizarres. Oui, c'est vrai. Mais en fait tout ça, c'est peut-être parce que si vous aviez pas remarqué, le truc avec Elon Musk, c'est qu'il est... comment dire ? Il est... autiste. Et beaucoup des trucs qu'on lui reproche, en fait, c'est des comportements relativement normaux chez les personnes avec de l'autisme. Mais la vérité, c'est qu'on a commencé à s'intéresser à tous ces comportements chez lui depuis qu'il est impliqué dans les médias et la politique, alors qu'il les avait bien avant sa consommation de kétamine. Il était déjà socialement étrange quand il présentait sa première Tesla, et il bégayait sûrement déjà quand il avait une calvitie précoce. Et si vous vous demandez pourquoi on lui file ça en traitement alors qu'il y a des tonnes d'autres options qui existent, il y a peut-être une hypothèse viable. Déjà, il ne veut pas prendre d'antidépresseurs parce qu'il estime que ça zombifie ceux qui en prennent, ce qui est un avis personnel qui se tient. Mais même si c'était pas le cas, on éviterait quand même potentiellement de lui en donner, justement parce qu'il est autiste. Et on ne traite pas les autistes de la même façon que les gens normaux. Parce que pour résumer, un autiste, c'est un humain avec un cerveau beaucoup plus sensible que la moyenne. Ce qui fait qu'ils ressentent tout plus fort. Et pas seulement leurs émotions. Une lumière trop vive, une chemise qui gratte, une phrase de travers, tout peut devenir hyper envahissant rapidement. Et ça, c'est juste la surface. Parce qu'il y a aussi tout le reste. La dépression, par exemple, est 4 fois plus commune chez eux que chez les autres, et tout ça est très souvent accompagné d'autres symptômes, comme les pensées obsessionnelles, l'anxiété chronique, la phobie sociale, ou encore les troubles du sommeil, entre autres. C'est un combo de ressentis et de pensées qui prennent toute la place. Et vous pouvez pas vraiment leur donner des antidépresseurs parce que ça marche pas trop sur eux, et surtout parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux effets secondaires. 2, avec la masse colossale de symptômes qu'ils ont, il faudrait ajouter d'autres types de médicaments pour les autres types de symptômes qu'ils ont. Donc force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de solution médicamenteuse efficace pour eux actuellement. Sauf que la kétamine pourrait en fait changer ça complètement. Parce qu'en agissant sur autre chose que la sérotonine, elle ouvre la porte à tous ceux chez qui il faut éviter d'y toucher, comme les autistes ou les bipolaires par exemple, qui ont tendance à mal réagir à ces solutions à cause de comment leur cerveau est fait. Et aussi parce que la kétamine, c'est ce qu'on appelle une dirty drogue. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'une personne sous influence puisse danser sur le sol d'une boîte de nuit remplie de pistes toute la nuit sans être particulièrement dérangée par l'odeur. Ça veut juste dire que c'est une molécule qui agit sur plusieurs systèmes dans le cerveau en même temps. Et grâce à tout ça, elle semble non seulement agir sur les symptômes dépressifs des autistes, mais avec moins d'effets secondaires, mais aussi agir sur d'autres de leurs symptômes comme leur anxiété, leur phobie sociale ou leur surcharge sensorielle. Et tout ça avec un seul produit. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout ça est parfait? Est-ce que ça veut dire que la kétamine, c'est la solution à tous les problèmes de l'être humain? Non, bien sûr que non. Et en vrai, personne dit que c'est le cas. Les thérapies à la kétamine, elles sont soit inaccessibles, soit hors de prix selon le pays où vous vous trouvez. En France par exemple, tout ce que vous pouvez espérer avoir, c'est une seule séance, et ça sera jamais suffisant pour tirer tous les bénéfices du truc. Et d'un autre côté, l'option de donner le produit au patient pour qu'il le consomme librement chez lui est probablement une mauvaise idée, vu que c'est une molécule qui a de nombreux effets secondaires quand on en abuse, et qui en même temps est addictive. Donc malgré le potentiel de ces substances, on se retrouve avec une situation qui bouge très peu, voire pas du tout en pratique.
La plupart des gens n'auront soit jamais accès à ce produit parce que les États ont tendance à bloquer l'avancée des études autour des drogues, soit ils trouveront comment le consommer par leurs propres moyens, dans des conditions pas idéales, avec des produits de qualité médiocre, un dosage incontrôlé et une ignorance quasi totale sur les risques auxquels ils s'exposent en cas d'abus. Alors même qu'il suffirait potentiellement de déstigmatiser le produit pour pouvoir réglementer son usage, réduire les risques liés à celui-ci afin d'en faire un traitement utile. Mais non, parce qu'on a décidé il y a 20 ans que c'était une drogue. Et puis au-delà de ça, les études sur l'efficacité de la molécule, notamment pour ces profils particuliers que sont les autistes, elles sont encore à un stade peu avancé et elles pourraient le rester encore pendant longtemps. Parce que les résultats diffèrent selon les patients et parce que si les études sur les drogues sont loin d'être prioritaires, celles sur les minorités le sont encore moins. Alors oui, on a peut-être un tout petit peu extrapolé pendant cette vidéo. Mais au moins, toutes ces choses dont on a parlé, ça nous montre quand même deux choses. Déjà, il y a 3 des produits qui sont actuellement étudiés pour aider à traiter la dépression, donc à savoir la kétamine, la MDMA et les champignons hallucinogènes, qui ne répondent pas à un besoin de bonheur. Ce qui pourrait peut-être vouloir dire qu'en fait la dépression, c'est pas juste pas tout le temps une question de bonheur, c'est plutôt que rarement une question de bonheur. Et surtout, ça montre aussi que oui, peut-être qu'Elon Musk deviendra le prochain Hitler, ou peut-être qu'il deviendra le sauveur de l'humanité, mais dans les deux cas, ça sera probablement pas parce que c'est un bouffon sous kétamine. C'est un peu comme quand vous trompez votre femme en étant bourré. L'alcool y est pas pour grand chose en vrai. Alors s'il vous plaît, arrêtons de faire la guerre et faisons l'amour.